Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Ma première invitée est la directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Mme Myriam Lafont, avec qui on va parler de ce problème qui est le suicide, comment le prévenir, comment détecter les signes et quelles ressources les gens ont dans la région. Mme Lafont, bonjour. Bonjour. Bon, je le mentionne, c'est un problème important, c'est un contexte qui est difficile. Est-ce que la situation s'est améliorée ou s'est détériorée, compte tenu que la pandémie n'a peut-être pas aidé non plus ce genre de choses? Peut-être nous dresser un tableau de la situation dans le Haut-Richelieu. Oui, je vous dirais que depuis la pandémie, on a eu une forte augmentation de la demande d'aide pour... On peut voir ça que, ah mon Dieu, la détresse a augmenté. L'isolement. L'isolement, la détresse. Mais moi, je préfère voir l'angle qu'on est peut-être plus connu. On a des meilleurs liens avec nos collaborateurs, donc on est plus accessible pour la population, d'où l'importance de la demande d'aide. D'où le fait qu'on a des chiffres à la hausse de demande d'aide. Bon. Donc, mais ça, vraiment... c'est bon signe, parce oui. que si les gens vous appellent, c'est qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème et qu'avant de faire quelque chose, bien, ils passent par le centre justement pour obtenir cette aide-là. Là. Effectivement, parce qu'il n'y a pas eu une augmentation des suicides, mais il y a eu une forte augmentation des demandes d'aide. Donc, c'est positif. OK. Je le mentionnais, je ne sais pas si le problème s'est accentué avec l'isolement, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, justement, à avoir ces problèmes-là, à vous appeler? Est-ce que c'est un... On parle beaucoup de problèmes de santé mentale, mais est-ce que ça peut être l'isolement? Est-ce que ça peut être le mal à l'âme qu'on a des difficultés à expliquer? Qu'est-ce qui pourrait expliquer quelqu'un, justement, à avoir besoin d'aide? C'est un paquet de facteurs. C'est pas une cause qui amène quelqu'un à penser au suicide. C'est pas un problème qui amène la personne à vouloir mettre fin à ses jours. C'est vraiment une accumulation. Les gens vivent beaucoup de stress, vivent beaucoup de pression. Parfois, la demande d'aide passe par nous, mais parfois, ils font de la demande au réseau de la santé, qui est un peu difficile d'accès. Donc, ils accumulent, ils attendent, les gens attendent, puis ils se disent « Ah, c'est pas si grave que ça », mais plus qu'on accumule, pire que c'est. Donc, c'est une accumulation de tout ça. Et j'imagine que vos intervenants doivent être formés pour différentes situations parce que, comme vous le mentionnez, là, c'est pas nécessairement tout le monde qui a les mêmes problèmes. Donc, il faut cibler le problème pour justement pouvoir aider ces gens-là. Oui, effectivement. Les intervenants sont formés vraiment. Là, on a plusieurs... spécialités dans notre équipe, si je pourrais dire. On a vraiment des gens qui ont une formation scolaire, académique, mais on a beaucoup de formations là, qui est donnée pour spécialiser encore plus l'intervention, autant téléphonique qu'en face-à-face. Bon. Donc, oui. Est-ce que vous constatez que les jeunes ont plus de facilité à s'ouvrir maintenant qu'avant? Parce qu'avant, les jeunes avaient moins tendance, étaient peut-être plus renfermés. Est-ce que vous sentez que les jeunes s'ouvrent plus facilement à ce mal qui est les pensées noires? Oui, bien, on a beaucoup de jeunes qui demandent de l'aide. L'accessibilité, je pense que c'est plus facile pour eux. C'est moins tabou. Hein, demander de l'aide, c'est moins un signe de faiblesse parce que beaucoup, c'était jugé comme un signe de faiblesse là, par... des portions de la population plus âgée. Pour les jeunes, c'est au contraire, ils sont attentifs à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sont attentifs à comment ils se sentent, puis ils vont rapidement demander de l'aide. Ça, c'est beau. Bon. On a des belles collaborations avec les écoles pour aller rencontrer les jeunes sur place. Mais est-ce que vous constatez aussi que c'est plus facile pour eux de communiquer par texto ou que par téléphone? Parce que souvent, par téléphone, mais les jeunes, même maintenant, avec les textos, c'est peut-être plus facile? Effectivement, suicide.ca fonctionne très bien avec les jeunes, mais les jeunes ont besoin aussi du contact en face-à-face. Donc, ça va très bien aussi, la demande d'aide, pour avoir des rencontres en face-à-face, oui. Bon. Donc, une fois que la personne a besoin d'aide, vous téléphone. Donc, à partir de là, vous les dirigez vers les bonnes personnes ressources pour que l'aide se fasse plus facilement. En même temps, je vous dirais, on est une ligne d'intervention téléphonique. Donc, souvent, une intervention téléphonique ou 2, 3 interventions téléphoniques suffisent à la personne pour calmer la crise puis vraiment apaiser ce qui est en train de se passer. Par la suite, si la personne a besoin de venir comprendre ce qui l'amène dans un état de crise suicidaire ou dans un état de crise, là, elle peut venir rencontrer des intervenants chez nous. Les gens peuvent venir aussi en hébergement ou encore, on va référer parce qu'on a des beaux collaborateurs dans la communauté avec nous qui vont plus loin dans leurs problèmes de toxicomanie ou problèmes autres, là, bien là, on réfère vers les bonnes ressources, effectivement.
Je ne sais pas si c'est quantifiable, là, mais on parle à peu près combien d'interventions que vous faites par année? Oui, je suis dans mes statistiques actuellement. Oui. Donc, on a dépassé le 33 000 interventions cette année. Pour 2000, oui? Oui, pour 2024-2025, ça a été une bonne hausse d'interventions, oui. Ouais, est-ce que, bon, on parlait de la pandémie, mais est-ce que le contexte économique peut entrer en ligne de compte aussi avec tout ce qui se passe actuellement? Je vous dirais que oui, parce Ouais. qu'on est attentif depuis janvier. On a remarqué une forte hausse là, de la détresse, oui, Bon. et des demandes d'aide. Et ça m'a frappé parce que, évidemment, je pense qu'on connaît tout le monde, ou on est même impliqué dans ce genre de situation malgré nous. Vous offrez un service qui est intéressant, c'est pour vous accompagner les personnes endeuillées qui ont perdu quelqu'un à cause d'un suicide. Souvent, ces personnes-là se sentent coupables, mais ne devraient pas l'être. Et je pense que vous offrez un service là, qui est vraiment ciblé pour ces personnes-là, qui est d'une aide vraiment remarquable. Oui, c'est un groupe d'endeuillés. C'est sûr et certain que les gens, s'ils ne sont pas à l'aise en groupe, on l'offre en individuel, mais le groupe d'endeuillés, c'est du partage. C'est vraiment d'être ensemble avec des gens qui ont vécu des choses similaires. Parce que oui, la culpabilité est souvent présente quand il y a eu un suicide. Il y a plein d'autres émotions qui sont là, des fois de la colère, mais la tristesse. Puis notre entourage passe à autre chose, mais nous, on reste avec ces émotions-là. Donc, de les partager, de normaliser qu'on n'est pas tout seul à vivre comme ça. Le groupe est précieux pour ça. Fait que oui, on offre ce bel endroit, un espace de sécurité pour partager. Ouais. Parce ce qu'il faut mentionner, on en parlait avant l'entrevue, c'est qu'on se sent coupable. Ouais. On ne devrait pas, parce qu'on se dit après, on aurait dû voir qu'on manquait un signe. Mais ces personnes-là, souvent, n'exprimeront pas leur mal d'âme, leur mal intérieur. Et c'est souvent là qu'après ça, on s'aperçoit que finalement, ces personnes-là avaient terriblement mal et ne voulant pas l'exprimer, bien, passent à l'acte. Mais on a une culpabilité qu'on ne devrait pas avoir parce qu'on ne pouvait pas les aider si on ne sait pas ce qu'ils ont, ces personnes-là. Hein. Effectivement, la culpabilité, c'est l'émotion qui est la plus difficile souvent pour les endeuillés parce que tout le monde dit on ne devrait pas et en même temps, elle est là, cette émotion-là. C'est comment on en prend soin, comment on essaie avec notre rationnel de dire et en même temps, la personne, elle a posé le geste, même peu importe. Peut-être ça aurait changé quelque chose que si je l'avais vu, si je l'avais entendu. En même temps, on ne peut pas imaginer que quelqu'un va s'enlever la vie. Ça ne fait pas partie de ce qu'on veut croire. Là. Donc, la culpabilité, c'est celle qui est la plus complexe comme émotion. Là. La tristesse, les gens sont... C'est correct, mais de la culpabilité, c'est pas le fun à vivre. Non, c'est ça. Ouais. Et évidemment, une partie des services que vous offrez, il y a beaucoup de prévention. Vous faites, vous travaillez avec les écoles, notamment auprès des jeunes. C'est quoi le travail et ce que vous faites exactement auprès des élèves? Bien, auprès des élèves, nous, on est là vraiment en support à l'équipe école. L'équipe école fait un travail extraordinaire pour enseigner aux jeunes, pour offrir un support et en même temps, quand on parle de suicide, c'est autre chose. Puis nous, ce qu'on veut, c'est alléger les intervenants de l'école. Donc, on va dans les écoles pour rencontrer les jeunes qui ont besoin de rencontrer un intervenant ou une intervenante pour pouvoir, là, qu'on désamorce la crise suicidaire, qu'on désamorce, puis qu'on soit la personne de référence quand le jeune ne va pas bien, puis qu'on puisse lui donner les outils nécessaires pour faire face, pour continuer. En fait, ça va avant que la personne prenne le téléphone pour vous appeler, vous allez en prévention, en avant des coups pour cibler des personnes qu'on croit peut-être là, en difficulté, pas en difficulté, mais... Bien, souvent, c'est les intervenants scolaires qui ciblent les jeunes qui auraient besoin, puis nous, on y va effectivement pour pouvoir là, vraiment prendre en charge les jeunes. Là. C'est le même travail, j'imagine, que vous faites auprès des services de police, là, le même travail de prévention? Oui, on fait de la prévention avec les policiers. Les policiers, quand ils se déplacent, ils font beaucoup de déplacements pour des crises psychosociales ou des crises vraiment au niveau de la santé mentale. Donc, les policiers nous appellent pour qu'on puisse faire l'intervention auprès de la personne pour éviter une hospitalisation. C'est notre objectif pour offrir une alternative avec un hébergement de crise ou une rencontre d'urgence ou une intervention téléphonique qui parfois
suffit à la personne pour désescalader la crise, effectivement. Parce qu'on en parlait, et vous me confirmez si ma vision est bonne, souvent quelqu'un qui en parle n'a peut-être pas l'intention de passer à l'acte, mais veut juste de l'aide pour justement pouvoir régler son problème. Donc, une personne qui en parle déjà, on peut l'aider beaucoup plus rapidement. Bien, ça c'est un fait, mais on peut les aider déjà au départ. Là. Oui. Mais les gens qui n'en parlent pas, souvent, on peut sentir que ça ne va pas. Puis nous... On est mieux formés aujourd'hui qu'on l'était, hein, c'est ça? Effectivement. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens qui ne parlent pas, puis on sent que ça ne va pas. Tu sais, nous, ça a l'air facile pour nous parce qu'on fait ça au quotidien, mais pour nous, aussitôt qu'on voit un petit signe de tu sais, situation difficile, la personne ne va pas bien, est renfermée, nous, on va affronter, puis on va poser des questions, puis on va parler à la personne, puis tant mieux si elle nous parle, puis si elle ne nous parle pas, bien, elle sait qu'on existe, elle sait qu'on est là, elle sait que c'est normal qu'elle soit dans cet état-là. Vu la situation, nous, on va normaliser, on va donner du pouvoir beaucoup à la personne. Puis souvent, ils ne nous parlent peut-être pas au départ, mais ils finissent par nous rappeler ou par nous parler. En fait, c'est de faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là, qu'on peut les aider et qu'en s'extériorisant comme ça, en parlant des problèmes, bien, on peut justement les aider à ce niveau-là. En terminant, je sais qu'en 2024, l'année passée, vous avez lancé un balado auprès des jeunes femmes. Peut-être nous en parler, le succès que ça connaît. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas... C'est beaucoup les jeunes femmes qui regardent notre balado, puis on est content parce que c'est les jeunes femmes aussi qui ont un intérêt pour ça, puis qui font beaucoup, qui vivent beaucoup de détresse, puis qui vont beaucoup à l'urgence de l'hôpital. Fait que je suis contente que ça cible ces jeunes femmes-là. Le balado, c'est vraiment une initiative de mon équipe, vraiment des jeunes femmes aussi qui voulaient toucher à cette tranche de la population-là, les interpeller, leur donner une place, parler... faire de la prévention au sens large, parce que ça commence vraiment avec plein de sujets, mais ça touche à la détresse, puis on fait de la prévention avec le balado. On va peut-être nous donner plus de renseignements sur le balado, là, où on peut aller le trouver et tout ça. C'est donc on est sur le Spotify et sur YouTube, donc c'est un simple geste. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre Facebook là, du Centre de prévention suicide. On a le lien dessus, donc c'est un simple geste. Vraiment, on parle à plein de gens qui ont été touchés ou pas par la prévention du suicide, donc vraiment intéressant. Oui, puis le balado, c'est une nouvelle façon d'aller chercher une clientèle plus jeune aussi qui s'adapte de plus en plus à ce genre de communication. Fait que, et voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Lafond, pour cette entrevue. Et puis, j'espère que les gens auront recours à vos services avant que ce soit trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on revient tout de suite. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Avec mes prochaines invités, on va parler de alternatives alimentaires. Et c'est en fait un organisme qui favorise l'autonomie alimentaire. Et j'en parle avec la coordonnatrice d'Alternatives alimentaires, Mme Emmanuelle Aubry, et l'agente de développement, Justine Langlois. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bon, alors, la question,
qu'est-ce que ça mange en hiver alimentaire. Mais en fait, je fais un jeu de mots, mais c'est quoi vous faites exactement là, comme travail? Bien, en fait, on fait du glanage sur le territoire. On couvre le territoire du Haut-Chaulieu, Rouville, les villes de Chambly-Carignan. Et du glanage, en fait, c'est qu'on va récupérer au champ ce que les producteurs auraient laissé là. Donc, on va, avec une équipe de bénévoles, arriver au champ, récupérer l'ensemble des fruits et des légumes. Et on fait aussi de l'aide au champ qui est proposée et on récupère aussi les dons des producteurs et on a après ça tout l'ensemble du conditionnement, la vente, l'entreprise en économie sociale qui est par rapport à ça. Puis Justine, en fait, c'est notre agente de développement pour le glanage. Donc, c'est elle qui va accueillir tous ces bénévoles-là. Donc, cette belle communauté de bénévoles qu'on a chez nous. Donc, vous avez à gérer, dans le fond, l'horaire, là, puis les endroits où aller faire justement le glanage en question. Exactement. Mon rôle, c'est de développer des partenariats avec les fermes maraîchères locales sur le territoire dont Emmanuel parlait. Et aussi, tranquillement, pas vite, on va s'extensionner vers la Montérégie-Ouest. Grosso modo, donc, je vais rencontrer les fermes et je m'occupe de tout ce qui est recrutement au niveau des bénévoles. Je gère les activités qui sont habituellement situées autour de 3 heures. Je vais jumeler le bénévole et à la ferme et on va aller se rendre là avec le camion. On a tout le matériel. Puis, on procède à ce moment-là, comme Emmanuel le disait, à la récolte du produit de cette ferme-là. Ouais. Oui. Comment c'est venu l'idée, justement, de faire ce genre de travail? Bien, en fait, c'est une concertation du milieu qui a eu lieu en 2018. Il y avait des sommes d'argent au niveau du gouvernement qui descendaient. Le communautaire s'est rassemblé et regardé qu'est-ce qui pouvait être fait sur le territoire pour venir en aide. Donc, il y avait des pertes alimentaires au champ, donc comment on pouvait récupérer ces denrées-là. Puis, par la suite, est devenu en 2020 l'organisme qui est né, en fait. Donc, il est passé de projet à organisme communautaire en 2020. À partir de ce moment-là, bien, aussi toute la phase de développement pour l'entreprise en économie sociale, donc la vente à tarification sociale pour permettre l'accessibilité physique, économique à des aliments sains à l'ensemble de la population sur le territoire. Bon, vous dites que c'est en 2020 là, où ça a vraiment pris son envol. Là. Ouais. Donc, on est en pleine pandémie. Est-ce que l'organisme a permis justement d'aider plus de familles à cause de la situation pandémique? Bien, la situation était difficile pendant la pandémie, de se rendre au champ, la proximité avec les bénévoles. Donc, ça a été très peu de récolte en 2020, mais dès 2021, ça a été et ça perdure là, dans le temps. Justine pourra vous dire la quantité de fruits et de légumes qui ont été récupérés en 2024 sur le territoire. Bien, justement, allons-y. On est rendu là. En fait, on a plus de 9000 kilos d'aliments qui ont été sauvés des champs. On parle fruits, légumes, parfois un peu de fines herbes aussi. Sur l'année passée aussi, il y a eu 146 bénévoles qui se sont impliqués. Et on a réussi à faire la transformation de tous ces aliments-là. Sinon, il y a une partie qui a été redistribuée parce qu'il y a des choses qui ne se conditionnent pas, qui ne peuvent pas être transformées. Mais sinon, on est allé chercher jusqu'à... Nos sacs sont vendus dans différents points de service et on a fait 2500 sacs de denrées de 500 grammes et 175 grammes. On en a fait 2500 aussi. Exact. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on récolte en grande partie là, lorsqu'on va dans les champs? Ça varie, ça dépend vraiment de la production de cette année-là. Les agriculteurs et agricultrices dépendent beaucoup des variations climatiques aussi, de la température, la pluie, et tout ça va vraiment faire varier la production. Ceci dit, on a eu énormément, ce qui va être la fleur d'ail, on en a eu énormément. On a eu beaucoup de pommes, énormément ça aussi. On a fait des bonnes quantités également de poivrons, aubergines, courgettes. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait en grosse quantité? On a fait de la poire, de la groseille, du cassis. Donc, c'est assez varié, là. Oui, effectivement. Parce qu'on a des champs quand même assez fertiles ici, hein, avec beaucoup de variétés, donc ça peut se comprendre. Absolument. Ouais. Comment se fait l'approche? Est-ce que lorsque vous approchez les agriculteurs, est-ce qu'on est assez ouvert? Comment se fait cette approche-là avec les agriculteurs? C'est très important d'être transparent. C'est très important d'expliquer pourquoi on est là. On n'est pas là parce qu'on sépare. Hein. Quand j'ai une équipe de bénévoles qui se présente, on va séparer. Eux ont le droit de partir avec une partie de la récolte de cette journée-là. Donc, tout est pesé.
la totalité va être pesée, va être divisée en 3 parties, 3 tiers. Un tiers qui demeure à la ferme qui nous accueille, donc c'est vraiment de la main-d'œuvre gratuite, fera ce qu'il voudra avec ses surplus. Un tiers qui va être distribué de façon équitable entre tous les bénévoles présents, puis un tiers qui revient à Alternative alimentaire pour la transformation en prêt à cuisiner. Donc, l'approche, c'est vraiment très, comment je dirais, on va s'ajuster, on a une grande souplesse parce que tous les agriculteurs ne fonctionnent pas de la même façon. Ils doivent comprendre qu'on est vraiment là pour leur donner un coup de pouce en début de saison. Avant la récolte, s'ils veulent de l'aide au champ, on va être là pour eux. C'est complètement gratuit. Et parfois, il faut aller les revoir parce qu'on doit développer des relations. On doit s'ajuster à eux, comprendre leur réalité. Puis on va les visiter tranquillement, on va les voir, on va se promèner dans le... Là, on fait bientôt d'ailleurs, la semaine prochaine, on s'en va se promener, ma collègue et moi, sur le territoire, aller rencontrer plein de gens, des nouveaux, des anciens, des futurs, des passés. Puis on s'en va voir tout ce beau monde-là pour connaître leurs besoins cette année. Alors, c'est vraiment transparence, être patient, savoir s'ajuster à chaque personne. Bon. Et une fois que vous avez recueilli ces produits-là, vous en faites quoi? Bien, en fait, on est en projet mutualisé actuellement avec les complices alimentaires qui sont situés en Montérégie-Ouest. Donc, les produits vont être conditionnés dans des plateaux de travail. On en fait aussi, nous, au Centre d'action bénévole de la Seigneurie de Mont-Noir, qu'on va conditionner. Donc, c'est tout lavé, coupé dans des cuisines MAPAC et ensuite c'est emballé pour la vente. Donc la vente par la suite sur notre territoire ainsi que la Montérégie-Ouest, on a des congélateurs. Les gens peuvent s'approvisionner avec congélateurs. Puis on a besoin des gens plus nantis qui vont venir équilibrer en fait. Là, donc pour qu'on puisse offrir à 50% à peu près du prix à notre tarification sociale à des gens qui ont plus de besoins. On a besoin de monsieur, madame, tout le monde, bien évidemment, qui nous encourage puis qui achète nos produits. Donc, les produits sont disponibles d'ailleurs dans plusieurs points de service dans le Haut-Richelieu. On en montrera une liste à l'écran. Là. On parle de Chambly, Carignan, plusieurs endroits dans la MRC du Haut-Richelieu qui peuvent qui distribuent ces produits. Et je pense que vous offrez même des recettes si on va sur votre site. Hein? Oui, effectivement. On a une boutique en ligne. Donc, chaque produit a habituellement une recette qui est attachée pour savoir comment on cuisine avec les aliments qui sont congelés, prêts à cuisiner. À travers ça, on fait beaucoup de sensibilisation aussi pour éduquer la population à bien s'alimenter et aussi avec la population immigrante arrivant, comment on cuisine nos produits qui sont frais et en circuit court, là, en fait, sur notre territoire. En fait, ce que vous faites, dans le fond, ça évite le gaspillage alimentaire. Là. Ça permet d'avoir une deuxième vie à ces aliments-là, dans le fond, qui se perdraient là, si vous n'interveniez pas. C'est ça? Exactement ça, parce que ces aliments-là resteraient au champ alors qu'ils demeurent parfaitement comestibles. Parfois, ils n'ont pas le look parfait. Je pense à un producteur en particulier qui, lui, fait de la tomate, la magnifique tomate, mais ces tomates qui sont un petit peu difformes, il ne les vend pas à ses clients. Donc, nous, on peut y aller avec nos bénévoles, puis ça a été extrêmement apprécié parce que non seulement on a des bénévoles, je vous ai parlé de 146, mais l'an dernier, on a aussi fait affaire avec 7 organismes de la région et aussi des centres scolaires qui sont venus en activité pour récolter de la tomate, entre autres. Donc, ces organismes-là, c'est des organismes qui aident les gens un peu en difficulté, qui sont dans le besoin. C'est quoi? C'est qui ces organismes-là? Tous ces organismes-là ont de belles missions. Exemple, le Centre de femmes du Haut-Richelieu est venu à plus d'une activité avec nous. Activité de tâches, plus que glanage même, je dirais. Ils ont été très impliqués, les femmes. Donc, eux aussi ont une cuisine collective chez elles. Dans leur programmation, ils ont ça. Donc, ça a permis, entre autres, à cette équipe-là d'offrir ça à leurs membres. Bon. Donc, vous vendez ces produits-là. Je pense qu'il y a différents paliers de prix là, selon le niveau des gens. La tarification sociale, en fait, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a 3 paliers de prix. Le palier le plus élevé, un médian, puis un plus bas. Le plus bas va être vraiment dans les épiceries économiques ou des centres d'action bénévole où il y a les cartes de membres, où que les gens ont été sondés un peu par rapport aux revenus. Le moyen, en fait, le prix médian, celui-là va se retrouver dans les organismes. Donc, il y a des congélateurs dans certains organismes sur le territoire, dans des friperies même. Et le tarif le plus élevé, on le retrouve, par exemple, à la Ferme Bouillon actuellement. Oui, c'est ça. Donc,
une façon donc d'éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi d'aider Oui. des gens dans le besoin, des organismes, et justement pour aider les gens justement qui ont un besoin, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens là, d'acheter ces produits-là. Là. Exactement. Pas seulement, par contre, parce que on veut aussi que tout le monde puisse avoir accès. Ce qu'on veut, c'est que... Je comprends par les paliers de prix. Là, Exactement. oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait une alimentation qui est saine, mais à l'année. Comme ça, on a comme Emmanuel le disait, c'est très local, c'est un circuit court. Au niveau de l'environnement, l'empreinte carbone est beaucoup diminuée par rapport aux produits qui viendraient des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde. Alors, des produits congelés à l'année, locaux, c'est vraiment ça qu'on veut offrir à tout le monde. Ouais. Et je pense que pour l'emballage des fruits et légumes, là, je pense que vous faites affaire avec une entreprise là, de réinsertion sociale pour pouvoir faire ça. Hein? Bien, c'est ça, effectivement. C'est l'entreprise des complices alimentaires qui sont situés en Montérégie-Ouest. Donc, il y a du conditionnement qui est fait sur notre côté, mais il y a du conditionnement qu'on envoie là-bas. Donc, c'est fait avec des plateaux de travail, la réinsertion à l'emploi. Donc, eux vont conditionner. Puis après ça, en fait, on a mutualisé nos sacs. Ça veut dire que sur nos sacs de vente, on a notre logo à nous, leur logo à eux, pour réduire au niveau des coûts d'emballage, d'étiquettes. Tout ça fait en sorte qu'on a un sac qui se veut montérégien. Oui. Je vois que ça connaît beaucoup de succès. Est-ce que vous pensiez que c'était à 4 ans ou presque 5 ans après que ça connaîtrait un tel succès là, au niveau de la demande? Bien, il y a un besoin. Hein, il y a un besoin de s'alimenter localement, mais aussi on fait rayonner beaucoup de notre territoire. Là, on est présent, puis on fait beaucoup d'autres offres de services, dont les frigos partage qui sont sur l'ensemble du territoire. On va offrir aussi des ateliers culinaires dans les écoles primaires à partir de l'automne prochain. Donc, on offre beaucoup d'autres volets. Mais oui, on est bien reconnu. On a été reconnu dernièrement à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. C'est une fierté, en fait. On travaille fort, on a à cœur l'entreprise, mais je pense que ça se voit sur le territoire, dans la communauté. La mission, on veut ça. À chaque année, je pense, il y a eu une progression par rapport à l'année précédente au niveau autant de l'implication que dans les quantités. Et c'est vraiment la solidarité qui se bâtit dans la communauté. C'est vraiment très intéressant de voir tous les acteurs qui participent à l'exécution de notre mission. Mais mesdames, merci beaucoup. Et puis bravo pour le succès. Et puis au plaisir de se reparler. Merci à vous. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Au revoir, mesdames, messieurs.